Bonjour à tous, ou heureux pour ceux que j'ai déjà vus au workshop précédent. Alors je m'appelle Marc et je suis architecte solution chez AWS et je suis dédié sur le segment startup. Donc aujourd'hui, j'accompagne principalement des startups qui vont travailler à Station F, là où on a un bureau, donc un campus dans la région parisienne. Mais je viens de temps en temps aussi rendre visite aux startups lilloises. Et mon rôle en tant qu'architecte consiste à comprendre les problématiques métiers, les problématiques business que peuvent rencontrer les startups et à ensuite leur proposer des solutions d'un point de vue architecture. Et aujourd'hui, je voulais parler de machine learning at Amazon, des différents outils qu'on a à disposition pour les startups, des tendances aujourd'hui qu'on peut quantifier concernant l'adoption de ces différents services et les challenges qu'on pourrait avoir d'un point de vue machine learning dans le futur. Alors, sur les dernières 50 années d'un point de vue tech, sur chacune des décennies, en fait, on a vu différentes fonctionnalités arriver qui pouvaient justement être mises en place pour résoudre des problématiques qui n'étaient pas résolvables par le passé. Aujourd'hui, sur le machine learning, on est un peu dans une décennie où le machine learning, justement, a la capacité de résoudre des problématiques qu'on ne pouvait pas résoudre par le passé. Et ça, c'est un point important. Et chez Amazon, depuis quasiment le début de la société, depuis 1995, en fait, on a toujours mis en place du machine learning. Si vous avez déjà utilisé le site amazon.com, vous avez peut-être déjà été confronté au moteur de recommandation qui se base du coup sur du ML. Donc, quand vous allez commander un produit spécifique sur le site, ben derrière, nous, on va faire des recommandations en fonction des achats que vous avez faits. Donc là, on se base sur des technologies de machine learning. Et l'intérêt de faire ce machine learning, c'est justement d'améliorer l'expérience utilisateur. On a une initiative qui a lieu actuellement aux États-Unis et je crois même à Londres en ce moment, qui s'appelle Amazon Go. Et Amazon Go, c'est un supermarché dans lequel vous allez rentrer, vous allez scanner un QR code et ensuite vous aurez la capacité de prendre n'importe quel produit. Donc c'est généralement un shop dans lequel vous allez trouver des sandwichs ou des boissons. Et ensuite vous allez sortir sans avoir à faire la queue en caisse. Donc comment ça fonctionne? On a un système de caméras qui vont être réparties au niveau du plafond. Et sur chacune de ces caméras, on aura entraîné des algorithmes de machine learning qui seront directement importés et qui pourront vous suivre en live dans le magasin et détecter en fait quand vous allez prendre un produit ou alors quand vous allez reposer un produit sur l'étagère. C'est pas du tout basé sur un système de puces RFID où il y aurait des puces RFID dans les produits et en sortant, du coup, on pourrait détecter le nombre d'objets qui ont été pris. On a également dans les fulfillment centers d'Amazon, donc les entrepôts, historiquement, on avait ce qu'on appelle des pickers et des packers. Donc les pickers allaient chercher du coup les différents objets sur les étagères, les mettaient dans des caddies et les amenaient aux packers qui, eux, allaient justement faire ce qu'on appelle toute cette étape de packaging pour ensuite envoyer le colis. Dans les nouveaux entrepôts, on a mis en place un système de robots qui vont justement porter des étagères sur lesquelles du coup on va avoir les différents produits et ce sont ces robots qui vont se déplacer dans les entrepôts et qui vont amener aux packers directement les produits qu'ils doivent packager. Donc ça c'est pareil, on est sur des technologies de machine learning qui vont améliorer l'expérience utilisateur et là ici en l'occurrence on est sur l'expérience utilisateur au sein des entrepôts. On a une initiative au UK qui s'appelle Amazon Prime Air, qui consiste à faire de la livraison par drone. Donc là, on est sur de la livraison principalement dans les zones difficiles d'accès, donc plus en campagne que dans les grandes villes. Mais encore une fois, on a un drone qui va partir d'un point A vers un point B, où derrière, en fait, il n'y a pas une personne avec une manette qui va contrôler le drone. C'est vraiment un drone qui va se déplacer tout seul à la réception d'une commande. Et donc, toutes ces technologies qu'on développe au sein d'Amazon, nous, ce qu'on souhaite faire, en fait, c'est les mettre à disposition de nos utilisateurs via la plateforme AWS. Et aujourd'hui, on a de plus en plus d'utilisateurs qui utilisent ces services pour créer leurs solutions de machine learning. Et ça, c'est un point qui est très important, surtout quand on est une start-up. Je pense qu'on ne doit pas réinventer la roue. Et on doit savoir utiliser en fait les produits existants et construire en fait votre solution directement sur ces produits existants pour accélérer, puisque la base va consister justement à avoir la capacité d'itérer très très rapidement.
J'étais un peu vite. Donc aujourd'hui, ce que je disais, c'est qu'on a de plus en plus de clients qui utilisent la plateforme AWS pour faire tourner du machine learning, des workloads de machine learning. Et donc on va avoir des clients dans différents domaines, que ce soit dans le domaine de la finance, que ce soit dans le domaine de la medtech, que ce soit dans le domaine de la headtech. Et ces clients, en fait, après, seront peut-être des clients enterprise ou alors seront des startups pré-IPO. Donc c'est vraiment dans tous les domaines. Et tout ça, aujourd'hui, on le voit parce que dans tous les domaines d'activité où on peut générer de la data, eh ben, on aura la possibilité d'avoir du machine learning. Et encore une fois, ce que l'on souhaite, c'est que toute notre expérience qu'on a acquise durant ces 20 années, on puisse la mettre entre les mains de tous les développeurs et data scientists pour que du coup, ces développeurs et data scientists puissent itérer rapidement. Et l'idée, c'est de ne pas avoir besoin justement de faire un PhD en data science, un doctorat en computer vision pour utiliser du machine learning. On souhaite que ce soit vraiment utilisable par tout le monde et par n'importe quel développeur aujourd'hui. Alors, de par mon travail aujourd'hui avec les startups, j'ai la capacité en fait de comprendre un petit peu les comportements de ces utilisateurs, donc à quel moment en fait et quels types de tendances ces clients vont mettre en jeu pour justement adopter les algorithmes de machine learning. Le point numéro 1, c'est tout ce qui concerne la data. Aujourd'hui, la data, ça va être la base du machine learning. Le machine learning, c'est quoi? Généralement, c'est un algorithme mathématique et on a besoin d'avoir de la donnée en entrée pour ensuite entraîner, ajuster les poids de cet algorithme. Donc la donnée, ça va être très important dès qu'on commence à faire du machine learning. Et aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile en fait, de créer une plateforme data, notamment sur des plateformes cloud comme AWS. Ce que l'on voit le plus souvent, c'est qu'avec toutes les sources de données qu'on a aujourd'hui, des données structurées, non structurées, semi-structurées, on doit avoir la capacité en fait, de créer ce qu'on appelle un data lake qui va nous permettre de stocker et de collecter cette donnée. Ensuite, il faudra définir les bonnes guidance d'un point de vue sécurité, définir qui a le droit d'accéder à quelle data, est-ce que la donnée a bien été chiffrée quand elle est at rest ou alors quand la donnée se déplace au niveau du data lake. Et une fois qu'on a mis les bons garde-fous d'un point de vue sécurité et qu'on respecte les compliance, on a la capacité derrière de faire ce qu'on appelle de l'ETL, donc des transformations de la donnée, extract, transform, load de cette data, pour la rendre disponible et consommable à une partie analytics ou à une partie machine learning. Donc cette partie de traitement de la donnée, elle va être fondamentale et elle va être ça sera vraiment la base avant de commencer à faire du machine learning. On a toujours besoin d'avoir cette stratégie data sur laquelle ensuite on va pouvoir plugger du machine learning. Et une fois qu'on a cette stratégie data, on va pouvoir commencer à utiliser en fait du ML. Alors aujourd'hui, les startups, on en voit dans différents domaines, dans énormément de domaines, et donc chacune de ces startups peut avoir une approche unique concernant du machine learning. Et nous, ce que l'on souhaite chez AWS, c'est que ces startups puissent conserver en fait cette approche unique en termes de machine learning. Et c'est pour ça qu'on a, je vais présenter après, mais on a une suite de services qui vont vous permettre en fait de garder cette approche unique en termes de machine learning. On va aussi également fournir en fait de la guidance, je dirais, des recommandations en fonction de votre cas d'utilisation en termes de ML. D'un point de vue data science, quand on est data scientist, aujourd'hui, on aime bien utiliser des solutions open source pour faire du ML, mais on veut que ces solutions open source soient performantes, soient scalables et qu'elles soient cost efficient, donc qu'elles ne nous coûtent pas un bras. Et donc sur AWS, aujourd'hui, on a la capacité de vous accompagner en utilisant des technologies qui sont disponibles d'un point de vue open source, comme tout ce qui est framework, comme TensorFlow, MXNet, PyTorch, qui peuvent être intégrés facilement dans la plateforme AWS. Si ces frameworks sont un peu compliqués, on voit également de nombreuses interfaces qui peuvent se plugger juste au-dessus. Donc ces interfaces, ça peut être des outils comme Gluon ou comme Keras qui vont se positionner sur ces frameworks. Et si on a besoin de ressources pour faire l'entraînement des modèles, généralement c'est ce qui est le plus consommateur en termes de ressources quand on utilise du machine learning, ça va être des ressources CPU ou alors des ressources GPU. Et grâce à la scalabilité du cloud, on a la possibilité aujourd'hui d'apporter, en fonction de la demande, ces différentes ressources. Un petit peu de mal. Ensuite, si on souhaite itérer rapidement et que l'on souhaite créer du coup son pipeline de modèles de machine learning, on peut utiliser des services comme Amazon SageMaker. Aujourd'hui, Amazon SageMaker a la possibilité de faire 3 choses très importantes. La première, c'est de pouvoir créer ces algorithmes de machine learning. Donc tout ce que j'ai présenté d'un point de vue framework, aujourd'hui peut être directement intégré dans SageMaker. On aura la capacité aussi de préconiser
On a aujourd'hui 18 algorithmes qui sont intégrés dans SageMaker. Donc, ce sont des algorithmes qu'on va retrouver principalement sur le marché. Donc, typiquement, s'il y a un algorithme, si vous souhaitez faire en fait de la recommandation, on a des algorithmes qui sont embarqués dans SageMaker pour faire de la recommandation. Mais si vous avez votre propre technologie utilisée, basée sur un framework en particulier, vous pouvez l'importer dans SageMaker. Donc, toute cette partie build, création, elle va être, ce sera la première partie de SageMaker. Et ensuite, on va avoir la partie entraînement. Donc ça, c'est une partie qui va être importante. Une fois qu'on a créé son modèle, on a besoin de lancer l'entraînement. Et ça peut être fait via des API intégrées dans SageMaker. Et une fois qu'on a validé le modèle, la puissance du modèle, on s'assure que les capacités attendues, les résultats attendus soient là, on peut faire le déploiement du modèle en production. Et ce déploiement, c'est cette étape qui généralement est la plus compliquée, puisque du coup, les sociétés qui commencent à faire du machine learning créent leur algorithme, ou les sociétés, les startups créent leur algo en local sur leurs ordinateurs, font l'entraînement en local, mais comment ensuite mettre ces modèles en production? Et c'est là où SageMaker permet de facilement mettre ces modèles en production. Et on a également des fonctionnalités qui permettent de résoudre certaines problématiques qu'on peut rencontrer en data science, qui consistent à labelliser le dataset. Quand on utilise du machine learning, on a besoin d'avoir un dataset labellisé. Et c'est là où des fonctionnalités comme Ground Truth peuvent justement permettre aux data scientists de construire ce dataset labellisé. Si vous avez des questions après, du coup, sur Ground Truth, je pourrais y répondre. Et si on a très peu de compétences d'un point de vue machine learning, ou pas du tout, on a également la possibilité d'utiliser des services API qui sont disponibles via la plateforme AWS. Donc ces services API, en fait, ce sont des modèles qui ont été développés et entraînés par AWS et qui sont disponibles sur étagère. Donc en tant que développeur, on a généralement plus de facilité à intégrer en fait, des API dans son application. Et donc grâce à ces services API, on peut rapidement en fait, rajouter des fonctionnalités qui soient similaires à ce qu'un humain peut faire dans son application. Donc ça, c'est tout ce qui est autour de la vision, avec la reconnaissance d'image notamment. On a des services autour du langage et de la parole également. Donc là, on est sur des services, encore une fois, à plus haute valeur ajoutée, où on n'a pas besoin d'avoir de compétences en termes de machine learning pour les utiliser et pour les intégrer dans son application. Et un dernier point, une dernière tendance, s'il veut bien passer, que l'on peut voir aujourd'hui au niveau de l'adoption du machine learning, c'est la vitesse de développement. Aujourd'hui, les développeurs ont besoin d'aller vite, d'itérer très rapidement. Et quand on est une start-up, voilà, le temps va être crucial et donc ça va être très important, nécessaire d'avoir la capacité en fait, d'itérer très rapidement. Aujourd'hui, le développement d'algorithmes de machine learning, il suit le même pattern que le développement d'applications logicielles. Il y a 10 ans, on avait justement, on voyait en fait la mise en place de pipelines de déploiement d'applications. Donc on peut avoir une application et en fait on va mettre en production, on va créer un pipeline pour mettre en production le développement applicatif. Aujourd'hui, on va faire la même chose d'un point de vue modèle de machine learning et ça peut être fait avec des outils comme SageMaker. Pourquoi on a besoin de faire ça? Puisque du coup, on aura la capacité, en mettant en place ce pipeline, de rapidement en fait, itérer, de rapidement rajouter de nouvelles fonctionnalités, de rapidement expérimenter si notre modèle va être plus ou moins fonctionnel, s'il va rapporter quelque chose ou non pour le business. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir toujours ce schéma en tête et de se dire qu'on aura besoin d'itérer rapidement. Comme on pouvait le faire d'un point de vue applicatif, on doit être capable de le faire aujourd'hui, mais d'un point de vue machine learning. Et donc les modèles ne dérogent pas à la règle et on peut mettre en place le même type de solutions qui vont nous permettre, d'un point de vue développement de modèles, d'aller directement en production. Et ça, c'est fait avec des outils comme SageMaker qui vont vous permettre d'itérer rapidement et de tester en fait la valeur de vos modèles en production. Alors, on a discuté du coup des tendances que nous, on pouvait détecter chez AWS au sein des startups qui commençaient à adopter le machine learning. On a toujours besoin d'avoir un socle data, ça va être très important. Ensuite, on peut utiliser n'importe quel type de framework. Ça, c'est aussi important de justement pouvoir faire grandir la communauté autour des différents frameworks. Et on a besoin d'itérer quand on fait du machine learning, comme on peut le faire d'un point de vue applicatif. Et je voulais parler des différents challenges aujourd'hui que nous, on peut détecter au sein de l'évolution, en quelque sorte, du machine learning, pour que du coup, le machine learning soit de plus en plus utilisé, soit de plus en plus humain, en quelque sorte, pour que dans les années futures, cette utilisation du machine learning soit de plus en plus smooth. Alors, un point qui va être important, ce sera tout ce qui est lié à la compétence. Donc aujourd'hui, de plus en plus de tâches peuvent être traitées par des algorithmes de machine learning. Donc ça va être lié potentiellement à la démocratisation des plateformes de machine learning et potentiellement aussi également
à l'essor en fait, des startups qui peuvent disrupter différents types de domaines et donc apporter en fait, ces nouvelles technologies dans ces domaines et mettre des modèles en production. On voit également que si le nombre de modèles qui peuvent être appliqués dans différents fields aujourd'hui, on voit également que l'error rate, donc là c'est le taux d'erreur associé en fait, à la performance des modèles, ne cesse de diminuer. Ça c'est dû à l'amélioration aussi des différents modèles d'un point de vue mathématique et également à la quantité de données qui peut être générée pour que ces modèles puissent être de plus en plus précis. Et une problématique qu'on pourra toujours avoir, en fait, c'est à quel moment on va mettre un modèle en production. Parce qu'on a toujours un taux d'erreur lié à un modèle, mais en fonction du cas business, du coup, on doit décider à quel moment on va mettre un modèle en production. Pour certains use cases, par exemple, pour tout ce qui est reconnaissance faciale, dans tout ce qui est law enforcement, on a potentiellement des high standards, vraiment des standards très hauts, où on a besoin d'avoir 99,99% ou 0,01% d'error rate lié à la reconnaissance faciale. Donc ça, ce sont les différents challenges, toujours liés à la performance des algorithmes à mettre en place. Un point aussi important, c'est tout ce qui est lié au contexte. Aujourd'hui, le fait d'être context aware, du coup, ça va être compliqué pour les algorithmes de machine learning. Si je prends l'exemple d'un conducteur de voiture, typiquement, on va recevoir, quand on conduit une voiture, plein d'informations visuelles, d'informations sonores, qui vont nous permettre en fait, de rapidement prendre des décisions. Et aujourd'hui, les algorithmes de machine learning ne sont pas forcément très bons pour jouer, pour gérer avec le contexte. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas forcément de voitures autonomes en bas de la rue aujourd'hui. Un point qui va être aussi important, c'est tout ce qui est le self-learning. Je dirais que, alors c'est une statistique que nous on peut voir au sein des startups avec lesquelles on travaille aujourd'hui, mais 90 à 95% des algorithmes de machine learning qui sont mis en production sont basés sur ce qu'on appelle du supervised learning, donc de l'apprentissage supervisé, où on doit créer en fait un dataset labellisé et ensuite on va entraîner l'algorithme sur ce dataset. Cette approche, elle convient, mais dans une approche plus temps réel, en fait, où du coup la donnée peut être changeante très rapidement, ça peut être compliqué. Et donc c'est pour ça qu'on peut avoir des technologies plus basées sur tout ce qui est self-learning, donc entraînement personnel. Et pour justement faire cet entraînement personnel, il y a plusieurs possibilités. Si du coup il veut bien passer. On peut avoir ce qu'on appelle du transfer learning. Donc ça marche très bien quand on utilise des technologies de deep learning où on peut entraîner sur un domaine spécifique des réseaux de neurones. Donc typiquement, on peut entraîner un réseau de neurones de convolution à reconnaître différents types de chaises, par exemple. Et une fois qu'on l'a entraîné, si on souhaite faire la même chose mais pour reconnaître des tables, on peut prendre le réseau de neurones existant et juste changer une partie du modèle pour détecter ensuite les tables. Donc là, on n'est pas obligé de repartir de zéro, de recréer un dataset complet de tables pour entraîner le modèle qui a été mis en place. Ça, c'est typiquement ce qu'a fait la société Expedia, qui a dû utiliser en fait un dataset qui avait été pré-entraîné, basé sur un dataset qui s'appelle ImageNet. Et ils ont récupéré ce dataset, ils ont juste tuné le dernier layer de l'algorithme de machine learning. Et ensuite, ils l'ont utilisé pour classer les photos en fait, des différents hôtels qu'ils pouvaient avoir sur leur site sans avoir à réentraîner un algo from scratch. Donc ça, c'est une façon aussi d'optimiser l'utilisation des data et des algorithmes qui peuvent être entraînés aujourd'hui. On n'a pas besoin de repartir from scratch. Et ce que l'on voit aussi de plus en plus, c'est tout ce qui est lié au reinforcement learning. Donc l'idée derrière le reinforcement learning, c'est qu'on va avoir un agent, un environnement. Et en fait, on va apprendre par expérience. L'agent, au début, prendra des actions, il les prendra de manière aléatoire sur l'environnement. Et l'environnement, lui, va lui donner ce qu'on appelle une reward, une récompense associée à l'action qu'il a prise. Et de cette manière, en fait, on va pouvoir collecter de la donnée. Et en fonction de la donnée collectée, on va entraîner un modèle. Et ce modèle va être updaté au niveau de l'agent. Et donc, à terme, l'agent en fait, prendra des décisions, mais qui ne seront plus des décisions aléatoires, mais qui seront basées sur les récompenses qu'il aura pu collecter par le passé. Et on a essayé au sein d'Amazon de démocratiser aussi tout ce qui était reinforcement learning à travers une solution qui s'appelle Deep Racer. Où Deep Racer, en fait, on a une voiture à l'échelle 1/18e. Le but en fait de Deep Racer, c'est de faire rouler une voiture autonome sur une piste. Et donc on a créé un environnement simulé sur AWS, sur lequel du coup une voiture, au départ, ne savait pas prendre de décision en termes d'action, donc à savoir accélérer, quand tourner. Et donc on a créé un modèle de simulation
Donc c'est typiquement une piste simulée dans laquelle cette voiture va faire plusieurs fois le tour de la piste et essayer justement de faire le plus rapidement possible le tour de la piste. Et une fois que du coup, le dataset a été généré, on peut entraîner un modèle, ajuster ce modèle, et une fois que le modèle est suffisamment bon, on peut récupérer en fait le modèle et directement l'uploader, le charger sur la voiture physique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des courses qui ont lieu jusqu'à la fin de l'année, d'ailleurs jusqu'à Reinvent, qui est notre messe chez AWS, où du coup tous les gagnants des différentes courses qui ont eu lieu sur Deep Racer peuvent participer. En fait. Donc ça, c'est une manière aujourd'hui de générer un dataset pour que du coup on puisse générer de la donnée qui soit plus proche de ce qu'on peut avoir au niveau du temps réel. Et un dernier point, c'est l'aspect, un des challenges de l'intelligence artificielle, c'est l'aspect naturel. Aujourd'hui, quand on utilise de l'intelligence artificielle, on voit que les comportements des utilisateurs doivent s'adapter en fait à l'intelligence artificielle. Et nous, on pense en fait que la façon la plus naturelle de converser, en fait, ça reste la voix. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé aussi aujourd'hui des services comme Alexa, Amazon Alexa, qui est une plateforme basée sur la voix qui va permettre du coup de communiquer avec un device sur lequel Alexa sera embarqué et on pourra communiquer avec la voix avec ce device. Et on pourra développer différentes applications, c'est ce qu'on appelle des skills, comme des applications mobiles avec lesquelles on pourra interagir. Et ici on a un exemple d'interaction où du coup quand on utilise Alexa, on peut lui demander le matin quel temps fera-t-il cette journée. On peut lui demander de jouer telle ou telle playlist dans la journée et puis le soir de nous donner par exemple une recette liée à la cuisine qu'on veut mettre en place le soir. Mais voilà, tout ce qui est important en fait de voir aujourd'hui avec des solutions comme Alexa, c'est de rendre vraiment plus naturel l'utilisation de la technologie et de l'intelligence artificielle notamment. Et where next? Ça, c'est une question qui est un peu ouverte, mais aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que de plus en plus d'algorithmes en fait, de machine learning surpassent les performances humaines. On voit des algorithmes qui ont été entraînés qui peuvent battre les humains d'un point de vue du jeu de Go, par exemple, d'un point de vue des échecs. Aujourd'hui, on ne sait pas quand on aura du coup des voitures autonomes en bas de chez nous. On ne sait pas quand une business unit dans une entreprise pourra être dirigée par une intelligence artificielle ou quand un gouvernement potentiellement sera dirigé par une intelligence artificielle. Voilà, ce qui est important, c'est que vous aussi, en tant que start-up, vous ayez une vision pour votre société et savoir où vous souhaitez emmener votre société. Voilà, du coup, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux les prendre maintenant ou alors, si vous avez des questions ultérieurement, vous pouvez passer sur notre stand AWS ou directement me les adresser sur Twitter ou sur LinkedIn. Bravo Marc, merci beaucoup. Merci. Vous pouvez l'applaudir. Est-ce que vous avez des questions? Au fond. Bonjour. Bonjour. Question peut-être un peu technique. Si vous prenez un ingénieur logiciel classique, un architecte technique qui n'est pas forcément, qui n'est pas data scientist et qui connaît juste le vernis du machine learning en ayant lu des bouquins, qu'est-ce qu'il peut faire avec votre cloud? Est-ce que le cloud aujourd'hui, ça permet de se passer de machine, mais est-ce que ça se permet de se passer de data scientist pendant un certain temps? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, du coup, la question, c'est de savoir si est-ce que les services qu'on va proposer vont remplacer ou non des data scientists, en gros. Oui, et ça dépend aussi du stade de maturité de la solution technique et de la société. Alors, du coup, aujourd'hui, si je revenais sur les différents types de services, on va avoir des services qui peuvent être disponibles directement sur étagère, que du coup, on peut intégrer dans une application. Et le travail du data scientist, en fait, là, on couvre peut-être 10% en fait, avec des solutions comme SageMaker, le travail du data scientist. Le travail du data scientist, il va consister à comprendre cette donnée, à savoir quel type de donnée va être importante ou non pour le business, pour le métier. Et ce travail-là, en fait, je pense qu'il sera toujours important, il sera toujours valuable pour la société. Et donc nous, ce que l'on souhaite faire en fait ici, c'est accompagner principalement le data scientist pour qu'il n'ait pas à gérer toutes les contraintes opérationnelles. Typiquement, le data scientist, il va pouvoir se concentrer sur
ces algorithmes et sur comprendre, sur la compréhension en fait de la donnée qu'il va pouvoir collecter. Mais le fait de créer des machines virtuelles, par exemple, pour entraîner un modèle, ça ne doit pas faire partie du travail du data scientist. Pardon. Le fait de créer des machines virtuelles pour faire l'inférence de son modèle, ça ne doit pas faire partie du travail du data scientist. Lui doit pouvoir se concentrer à 100% sur la tâche pour laquelle il a été embauché, c'est-à-dire voilà, déterminer quel type d'algorithmes conviendront le mieux pour la donnée et est-ce que ça a un impact ou non pour le business, je pense. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Non? Bon, très bien. Du coup, merci encore une fois de m'avoir écouté. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer au stand AWS. Merci. Très bien.